Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre cours de génétique humaine. Donc on a vu l'hérédité autosomique dominante. Aujourd'hui on va voir l'hérédité autosomique récessive. Donc les gènes responsables des maladies transmises sur le mode autosomique récessif, ils sont localisés bien sûr sur les autosomes. L'allèle muté responsable de la maladie est récessif sur l'allèle normal. Les hétérozygotes sont donc sains et la maladie, elle ne s'exprime que chez l'homozygote. Alors voyons maintenant donc les caractéristiques généalogiques des maladies autosomiques récessives. La première caractéristique, les deux sexes ils sont atteints avec une fréquence égale. Donc on va trouver aussi bien des garçons malades que des filles malades. Les deux parents sont en général sains, mais ils sont bien sûr obligatoirement hétérozygotes. Dans les familles, les sujets atteints se retrouvent donc le plus souvent dans la même fratrie, donnant une répartition horizontale sur l'arbre généalogique. Alors, regardons ensemble donc un exemple d'arbre généalogique d'une maladie autosomique récessive. Donc les parents ils sont sains et ils vont donner donc des enfants donc qui sont malades, et la maladie donc elle se manifeste surtout donc chez les frères et sœurs donc au niveau de la fratrie. Donc c'est pour ça qu'on observe une répartition horizontale au niveau de l'arbre généalogique. Donc plusieurs générations qui ne présentent pas la maladie, avec la maladie qui se présente sur plusieurs individus au niveau de la même génération, au niveau de la fratrie. À la différence donc avec la transmission dominante, où l'aspect de l'arbre généalogique il est donc à transmission verticale. Donc on observe donc la maladie au niveau de toutes les générations, sauf bien sûr les cas particuliers donc qu'on a vu de pénétrance incomplète ou autre donc situation. Alors, une autre caractéristique donc qui est observée au niveau des maladies autosomiques récessives, c'est on observe un excès d'union consanguine chez les parents des sujets atteints. Les unions consanguines, donc ce sont des unions donc qu'on va donc étudier davantage donc au cours de ce chapitre, donc les unions consanguines donc et l'effet des unions consanguines dans l'apparition des individus homozygotes. Alors, le risque de récurrence, quel est le risque donc pour un couple d'hétérozygotes d'avoir un enfant malade? Donc ce risque il est de 25%. Donc ce risque-là, donc si on revient donc à l'étude donc en génétique mendélienne, donc les hétérozygotes de la F1, donc le croisement entre les hétérozygotes de la F1,
ça va générer donc une fréquence d'individus donc porteurs de l'allèle récessif et homozygotes de 25% et 75%, donc répartis sous forme de 25% d'homozygotes pour l'allèle normal et 50% d'individus hétérozygotes. Donc, on a donc quelques exemples de maladies autosomiques récessives. Donc la mucoviscidose, qui est une maladie pulmonaire, donc c'est une maladie qui est due à des mutations au niveau du gène CFTR localisé sur le chromosome 5. Nous avons aussi la drépanocytose et les thalassémies, qui sont des hémoglobinopathies. Donc ce sont des maladies autosomiques récessives de l'hémoglobine. Donc on va revenir donc sur ces exemples de maladies. Donc la plupart de ces maladies donc héréditaires qui se présentent sous la forme autosomique récessive, ce sont des maladies du métabolisme, donc dues à des anomalies protéiques ou enzymatiques, comme l'exemple aussi de la phénylcétonurie. Maintenant donc on va commencer avec quelles sont les caractéristiques ou les particularités de l'hérédité autosomique récessive. Alors, la première caractéristique, c'est la consanguinité. Donc, le terme d'union consanguine, donc ça désigne une union entre des sujets apparentés, c'est-à-dire entre deux individus ayant au moins un ancêtre commun. Donc dans cette situation, donc l'homme et la femme ont un risque plus grand d'avoir reçu de leur ancêtre commun à un locus donné un allèle identique et d'avoir des enfants homozygotes. Donc ainsi on peut donc déterminer le coefficient de consanguinité qui va définir la probabilité pour que les enfants de cette union donc reçoivent effectivement 2 fois le même allèle. Donc la consanguinité, donc c'est un paramètre très important donc en génétique humaine, surtout donc dans l'étude de la transmission des maladies autosomiques récessives chez les familles à risque, donc qui ont déjà donc un premier enfant atteint de la maladie et qui nécessite donc l'étude du coefficient de consanguinité donc pour le conseil donc génétique. Alors pour le calcul donc du coefficient de consanguinité, donc il s'agit donc d'un calcul de probabilité. On commence donc par, donc nous avons un exemple de calcul du coefficient de consanguinité. Donc chez donc une famille, donc cette famille elle représente une union entre des cousins germains, donc des cousins germains donc qui sont issus donc de cette union. Donc c'est une union donc consanguine puisque donc on a donc un ancêtre commun donc qui est commun entre ces deux parents. Donc comment va-t-on faire ce calcul-là? Alors on va commencer par la probabilité, donc la probabilité cherchée. Donc cet individu X, donc quelle est la probabilité pour cet individu X d'avoir hérité une fois donc l'allèle A1? Donc cette probabilité elle est donc
calculé par cette fonction-là. Donc la fonction, donc elle est égale à 1 demi à la puissance p plus 1. Donc avec p, c'est égal au nombre de chaînons qui relient le paire de l'individu x avec l'ancêtre commun. Donc nous avons ici donc deux chaînons, comme vous voyez, d'accord. Donc la probabilité pour que cet individu, donc x, donc il hérite donc l'allèle A1, c'est égal à 1 demi à la puissance p, donc p égale à 2, plus 1. Donc 1 demi à la puissance 3, donc c'est 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, c'est 1 huitième. Alors, la probabilité donc pour l'individu x d'avoir hérité l'allèle A1, elle est égale à 1 demi. Excusez-moi, donc à 1 huitième. Donc bien sûr, donc 1 demi, ça s'explique par le fait que chacun donc des descendants, il a une probabilité de 1 demi d'hériter A1 et 1 demi d'hériter donc A2. D'accord. Donc maintenant, la probabilité pour l'autre allèle A2, donc, la probabilité donc non pour le même allèle A1, mais la probabilité qu'il soit hérité de la mère de l'enfant X et non pas donc du père. Alors, il s'agit donc de la même fonction. Donc la mère, donc elle descend donc de cet ancêtre commun. Il y a aussi deux chaînons. Donc la probabilité que cet individu X il hérite l'allèle A1 de la mère, c'est égal à 1 demi à la puissance la probabilité m plus 1. Avec m, donc le nombre de chaînons, c'est égal à 2. Donc c'est la même chose. Donc c'est 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, c'est égal à 1 huitième. Donc maintenant, lorsqu'on va calculer la probabilité d'être homozygote pour l'allèle A1, c'est-à-dire hériter A1 du père et A1 de la mère, donc ce n'est que la probabilité donc qu'on a calculé donc ici, donc c'est 1 huitième fois 1 huitième. Donc c'est la probabilité d'avoir A1 du père fois la probabilité d'avoir A1 de la mère, c'est égal à 1 sur 64. Alors, celle-là c'est une première pour probabilité, mais juste donc la probabilité de cet individu X donc d'être homozygote pour l'allèle A1. Maintenant, la probabilité pour ce même individu d'être aussi homozygote, mais maintenant donc pour l'autre allèle A2, il s'agit du même calcul, donc c'est 1 sur 64. Donc ainsi, si on va faire la récapitulation, donc la probabilité pour cet enfant d'être homozygote A1, c'est 1 sur 64. Et la probabilité pour être homozygote A2, c'est 1,64. Donc la probabilité pour cet enfant d'être homozygote à ce locus, quel que soit donc le génotype, ce n'est que 1 sur 64 plus 1 sur 64, c'est 1 sur 32. Alors, de la même manière, la probabilité maintenant donc pour être homozygote A3 et A4 donc c'est le même calcul. Donc c'est 1 sur 64 pour être homozygote A3 et 1 sur 64 pour être homozygote A4. Donc ainsi, au total, la probabilité de l'individu X
d'être homozygote, donc au locus donc A, quel que soit le génotype, donc A1, A1, A2, A2, ou A3, A3, ou A4, A4, donc ce n'est que la somme de toutes les probabilités, donc c'est 1 sur 32 plus 1 sur 32, c'est 1/16. Donc ainsi, 1/16 est donc le coefficient de consanguinité. Donc je vous rappelle, le coefficient de consanguinité, ça désigne la probabilité de l'individu d'être homozygote, quel que soit donc le génotype. Bien sûr, donc c'est un exemple où les deux parents, ce sont des cousins germains et le calcul, donc il va être différent, donc selon donc l'arbre généalogique donc présenté. Alors, la probabilité donc d'avoir un enfant homozygote et pour un allèle muté malade, donc pour une maladie autosomique récessive, donc elle est de Q à la puissance 2. Comment? Donc, si on a donc Q, la fréquence de l'allèle muté, et P, la fréquence de l'allèle normale, donc la probabilité d'être homozygote donc pour l'allèle Q, c'est Q au carré. Maintenant, donc dans un mariage consanguin, nous avons un autre paramètre autre que cette probabilité d'être homozygote pour un allèle muté. Ici donc rentre le coefficient de parenté, de consanguinité. Donc maintenant donc la probabilité d'avoir un enfant homozygote, c'est égal à Q au carré, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un enfant homozygote pour des parents pour des unions non consanguines, plus le facteur de consanguinité fois donc la fréquence de l'allèle muté, qui est Q. On peut donc calculer le risque relatif d'avoir un enfant atteint d'une maladie autosomique récessive, qui est donc de Q au carré, dans un couple consanguin par rapport à un couple normal. Donc, le risque relatif, c'est égal au risque de survenue en cas de consanguinité, c'est ce qu'on a vu maintenant, donc Q carré plus facteur de consanguinité fois Q sur le risque de survenue de la maladie dans la population générale. Donc ainsi, le risque relatif, il va être d'autant plus grand que la maladie, elle est rare. Ainsi, donc, la consanguinité, elle va augmenter le risque de maladie récessive, et cela d'autant plus que la maladie est rare. La deuxième particularité des maladies autosomiques récessives étant l'hétérogénéité génétique. Alors, l'hétérogénéité génétique, elle intéresse tous les modes de transmission, c'est-à-dire que cette hétérogénéité génétique, elle est aussi observable en cas de transmission dominante, ou bien donc maladie, donc quel que soit donc autosomique dominante, autosomique récessive, tous les types donc de transmission, mais elle est particulièrement illustrée en cas de maladie autosomique récessive.
Donc c'est quoi donc l'hétérogénéité génétique? Donc l'hétérogénéité génétique, donc on parle de deux types. Le premier étant l'hétérogénéité allélique ou intralocus. Donc en fait c'est quoi? C'est le fait qu'une maladie peut être due à des mutations différentes dans le même gène. Donc ainsi, plusieurs mutations, plusieurs allèles morbides, donc induisent la même maladie. Donc c'est ainsi que l'on connaît plus que 700 mutations différentes du gène CFTR impliquées dans la mucoviscidose. Ainsi donc, on peut avoir des individus malades porteurs de deux mutations différentes au même locus. Et c'est ce qu'on appelle le cas d'hétérozygosie composite. Je vais vous expliquer donc davantage ce concept. Alors, l'hétérogénéité allélique, c'est le fait que plusieurs mutations sont associées au même phénotype, à la même maladie, mais que toutes ces mutations, elles sont contenues au niveau du même locus. Donc nous avons ici donc l'exemple du gène CFTR. Donc voici l'ensemble du gène. Donc ici donc on a les exons, les régions codantes donc de ce gène, avec plus de 350 mutations décrites. Donc vous avez ici donc là, les symboles des mutations. On a différents types de mutations, avec des mutations de type non-sens, des mutations faux-sens, des délétions, des mutations d'épissage. Donc vous voyez donc ici c'est plusieurs mutations, et chaque mutation donc elle va induire la même maladie. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une hétérogénéité allélique. Donc la même chose peut se présenter pour donc la myopathie de Duchenne, avec plus de 150 mutations connues au niveau donc du gène DMD. Donc je vais vous expliquer maintenant donc c'est quoi donc l'hétérozygosie composite. Nous avons un autre cas de présentation de l'hétérogénéité intralocus, mais maintenant au niveau de la bêta-thalassémie. La bêta-thalassémie, donc on a dit c'est une hémoglobinopathie, donc due à un défaut au niveau du gène de la bêta-globine, donc qui transporte donc l'oxygène. Donc le gène de la bêta-globine, il est présent au niveau du chromosome numéro 11. Donc nous avons bien sûr deux versions donc de ce gène, donc puisque donc on est l'humain, donc il est biallélique. Donc on peut avoir la même mutation donc héritée de chacun des parents. Donc les deux parents ils sont hétérozygotes pour la même mutation 1. Donc la même mutation, donc on peut prendre un exemple, donc une mutation qui va toucher l'acide aminé numéro 5, par exemple de la bêta-globine. Donc les deux parents ils sont hétérozygotes pour cette mutation, et l'enfant donc il va hériter cette mutation. Donc il va donc à partir des deux parents, il va être homozygote pour la même mutation, et donc la maladie elle va apparaître puisqu'il est homozygote. Maintenant,
un deuxième cas où le premier parent, il est porteur de la mutation 1, donc il est hétérozygote pour la mutation 1, et un deuxième parent, il est hétérozygote, mais pour une autre mutation sur le même gène de la bêta-globine, donc qu'on a désigné mutation 2. Alors l'enfant, il peut hériter donc cette version donc de mutation 1 de l'un des deux parents et de l'autre parent l'autre version. Donc il va pas être homozygote pour la même mutation comme ce cas-là. Il va être donc hétérozygote pour chaque mutation à part, mais donc c'est un hétérozygote composite. Donc pourquoi donc cette situation elle est particulière? Parce que cet enfant, il peut présenter la maladie malgré qu'il n'est pas homozygote pour la même mutation, mais il est hétérozygote composite, c'est-à-dire qu'il a les deux donc gènes donc qui constituent son génotype, qui sont donc les deux gènes, ils sont non fonctionnels. Chaque gène, il est donc muté, mais il s'agit donc de la même d'une mutation différente. Donc ici, donc il va présenter un phénotype semblable à l'individu homozygote. Donc c'est un double hétérozygote, mais les deux versions du gène, elles sont dysfonctionnelles, donc il va se comporter comme donc un individu homozygote pour la même mutation et il va être malade. Donc cette notion, elle est d'un grand intérêt, surtout en diagnostic. Donc c'est-à-dire si on connaît que donc une maladie elle est récessive, lorsqu'on trouve à un locus donné une mutation à l'état hétérozygote, on doit chercher l'autre mutation au niveau du même locus. Donc la maladie, donc puisqu'elle est donc récessive, donc les deux gènes doivent être dysfonctionnels. Alors, ceci pour le premier type. Le premier type donc d'hétérogénéité. Quand on a l'hétérogénéité allélique, on parle du même locus. Alors, on peut aussi donc avoir donc un autre type d'hétérogénéité. Il s'agit de l'hétérogénéité interlocus. On l'appelle aussi hétérogénéité génétique. Alors, c'est quoi donc cette hétérogénéité? Elle se traduit par le fait qu'un phénotype identique peut être causé par des mutations différentes sur des gènes différents. Donc ce n'est pas donc le même cas que pour l'hétérogénéité allélique. Pour l'hétérogénéité allélique, c'est des mutations différentes sur le même gène. Maintenant, c'est des mutations différentes sur des gènes différents. Yani une maladie due à des mutations sur plusieurs gènes. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, donc la rétinite pigmentaire, elle a été associée à plus de 40 loci, à plusieurs types de transmission, autosomique dominant, autosomique récessive, liés à X, et qui donnent tous la même affection dégénérative de la rétinite, donc appelée rétinite pigmentaire. Bien sûr, donc le mode de transmission, il est donc spécifique du gène. Donc c'est pour ça que lorsqu'on a des gènes différents, le mode de transmission, il peut être donc différent. Bien sûr, donc ici on ne parle pas de caractère multigénique, ça reste donc un caractère monogénique, mais dans chaque famille, c'est
un gène qui est associé, ou un seul gène qui est associé à la pathologie. On va voir un autre exemple d'hétérogénéité allélique, donc génétique. Donc c'est le cas donc de l'ataxie cérébelleuse, qui est une neuropathologie. Donc comme vous voyez ici, donc ce sont tous les loci qui ont été décrits dans la littérature et qui sont associés à cette maladie. Avec différents modes de transmission, on trouve donc la transmission autosomique dominante, autosomique récessive, l'IAX et même la transmission mitochondriale, donc on va voir aussi les caractéristiques ultérieurement. Voilà, donc je vous remercie.